Alors que depuis des semaines, le regard du monde entier est braqué sur l'Iran, où le conflit avec les États-Unis et Israël ne cesse de s'aggraver et a déjà provoqué une crise pétrolière mondiale, quelque chose d'incroyable est en train de se produire à moins de 600 km des frontières iraniennes. Au beau milieu du désert aride de l'Afghanistan, un ouvrage aux dimensions gigantesques est en train de sortir de terre, si immense qu'on peut même le distinguer clairement depuis l'espace. Un ouvrage qui pourrait non seulement bouleverser à jamais l'équilibre géopolitique de l'Asie centrale, mais qui risque aussi de déclencher une nouvelle guerre autour de ressources bien différentes du pétrole. Il s'agit du canal de Koch-Tepa, et ce qui est particulièrement inquiétant, c'est que ce projet à plusieurs milliards est mené par nul autre que les talibans, et qu'il montre à quel point le reste du monde continue de sous-estimer leurs capacités techniques et financières. Dans cette vidéo, nous allons vous raconter toute l'histoire de la construction incroyable de ce méga-projet. Nous allons vous montrer comment les talibans ont réussi à bâtir cette structure colossale sans aide étrangère, pourquoi elle pourrait les rendre plus puissants que jamais et comment elle pourrait encore aggraver les tensions mondiales. Les dimensions du méga-projet du canal de Koch-Tepa sont presque inimaginables. Le canal doit mesurer 285 km de long, 115 mètres de large et 8 mètres et demi de profondeur. S'il se trouvait dans un autre pays, ce canal ferait partie des plus grands cours d'eau, et dans tous les cas, il compte parmi les plus grands canaux du monde. Selon les analystes, la construction d'un canal de cette ampleur pourrait coûter jusqu'à 20 milliards d'euros. Pourtant, d'après les estimations, les talibans ne devraient dépenser qu'environ 600 millions d'euros au total pour le construire. Nous verrons un peu plus tard comment cela peut être possible. Mais ce n'est pas seulement la taille du canal qui impressionne, c'est aussi son emplacement. Le canal commence au niveau du fleuve Amou Daria, tout près de la frontière avec le Tadjikistan. De là, il descend d'abord sur plusieurs kilomètres vers le sud, avant de bifurquer vers l'ouest, pour finalement atteindre la région de Faryab. Mais bien sûr, ce tracé précis du canal de Koch-Tepa n'a rien d'un hasard. Au contraire, il répond à un calcul stratégique radical. Pour comprendre la stratégie derrière le canal de Koch-Tepa, il faut regarder de plus près l'Asie centrale et surtout le nord de l'Afghanistan. Comme nous l'avons déjà dit, le canal de Koch-Tepa prend sa source au niveau du fleuve Amou Daria, mais ce fleuve n'est pas une simple réserve d'eau parmi d'autres. Ses origines se trouvent dans les montagnes du Pamir, l'un des plus hauts massifs montagneux du monde. De là, le fleuve traverse le Tadjikistan, longe l'Afghanistan, passe par le Turkménistan, puis poursuit sa route vers l'Ouzbékistan, où il se jetait autrefois dans la mer d'Aral. Autrefois, car il y a seulement quelques décennies, d'immenses quantités d'eau y arrivaient encore. Aujourd'hui, pourtant, le cours inférieur du fleuve s'est complètement asséché. Mais comment est-ce possible? En réalité, l'Amou Daria est l'une des sources d'eau les plus importantes pour le Tadjikistan et l'Ouzbékistan. Ces deux pays utilisent son eau principalement pour l'agriculture et la culture du coton, l'un des produits d'exportation les plus importants de la région. Mais ce n'est pas tout. Le Tadjikistan en particulier retient aussi une partie de l'eau du fleuve, grâce à des barrages, afin de produire de l'électricité. Le barrage de Nourek en est un exemple. C'est l'un des plus grands barrages du monde, et il fournit de l'électricité à des centaines de milliers de personnes. L'Amou Daria est donc vital pour le Tadjikistan, et plus encore pour l'Ouzbékistan. Et pourtant, l'Afghanistan commence désormais à y prélever de l'eau. Pourquoi? La raison est simple. L'Afghanistan lutte pour répondre à ses besoins les plus essentiels. Dans le nord du pays en particulier, la sécheresse est si extrême que l'agriculture est à peine possible. La crise alimentaire y est donc devenue tellement grave que, selon les analystes, plus de 20 millions de personnes souffrent de sous-alimentation chronique à cause de la sécheresse extrême qui frappe la région. C'est précisément pour cette raison que l'eau du canal de Koch-Tepa doit être acheminée vers la région de Faryab. Là-bas, elle doit permettre d'irriguer plus de 550 000 hectares de terres agricoles. Mais ce n'est pas tout, car au-delà de la crise alimentaire, les talibans poursuivent surtout un objectif, le pouvoir. Et pour comprendre cela, il faut revenir brièvement sur l'histoire récente de l'Afghanistan. Tout a commencé en mai 2021. Ce mois-là, l'OTAN a commencé à retirer ses troupes d'Afghanistan. Les conséquences ont été dévastatrices, car en seulement quelques mois, les talibans ont réussi à reprendre le contrôle du pays. En août 2021, ils se sont emparés de Kaboul, la capitale afghane, et depuis, ce sont eux qui dirigent l'Afghanistan. Mais depuis cette prise de pouvoir, les talibans sont totalement isolés sur la scène internationale. Des comptes détenus à l'étranger ont été gelés, ils ne sont pas reconnus comme gouvernement, et surtout, ils subissent des sanctions économiques. Et c'est un énorme problème car jusqu'ici, l'Afghanistan a toujours dépendu des importations pour son approvisionnement alimentaire,
ce qui rendait les talibans vulnérables aux pressions extérieures. Grâce au canal, ils pourraient donc réussir à retirer au reste du monde un moyen de pression important. Mais cela va encore plus loin, car si le canal les rendait plus difficiles à faire plier, il leur donnerait aussi le contrôle de la ressource la plus importante de la région, l'eau. Cela obligerait d'autres pays à négocier diplomatiquement avec les talibans, et pourrait aussi leur permettre d'obtenir des conditions avantageuses pour importer de l'électricité. Enfin, les talibans veulent également utiliser ce projet pour gagner le soutien de la population afghane. Beaucoup d'Afghans verraient surtout ses effets positifs, comme le développement de l'agriculture. Et si cela permet aux talibans d'obtenir davantage d'appui dans leur propre pays, il deviendra encore plus difficile pour les autres États de continuer à ignorer leur régime. À ce stade, une question se pose forcément. Comment les talibans parviennent-ils à financer un tel projet ? La réponse est aussi simple qu'étonnante. Les talibans ne reçoivent pas un centime de la Banque mondiale, ni du Fonds monétaire international. À la place, ils exploitent leurs propres ressources naturelles, surtout le charbon, qu'ils exportent vers le Pakistan voisin. On estime que les revenus issus de l'exploitation minière et des taxes nationales sont injectés presque directement dans la construction du canal. C'est un circuit fermé qui fonctionne entièrement sans prêts étrangers, mais cela n'explique toujours pas pourquoi le chantier coûte aussi peu cher par rapport à l'Europe. Alors qu'en Europe, un projet de ce type engloutirait des milliards en bureaucratie et en normes environnementales, les talibans passent outre ce type de contraintes. Ils misent plutôt sur un pragmatisme brutal. Premièrement, le matériel. Les talibans utilisent des milliers de machines, de pelleteuses et de camions qui, ironie du sort, ont en grande partie été abandonnés par l'armée américaine et par l'ancien gouvernement. Ils construisent donc leurs méga-projets avec les outils de leurs anciens ennemis. Deuxièmement, le chantier lui-même est extrêmement minimaliste. On pourrait même dire extrêmement risqué, car alors qu'un canal de cette taille serait en Europe soigneusement étanchéifié avec du béton, les talibans creusent simplement le lit directement dans le sable et les sols limoneux, sans véritable protection. Il n'y a pas de membrane de protection, pas de fond de canal étanche et aucun renforcement en béton le long des berges. Quant aux talus du canal de Koch Tepa, ils ne sont faits que de terre simplement tassée, et c'est probablement le plus gros problème du projet. De nombreux ingénieurs avertissent qu'une grande partie de l'eau pourrait tout simplement s'infiltrer dans le sol au lieu d'être utilisée pour l'agriculture, et que le canal pourrait ne pas être assez stable pour retenir l'eau tout au long de son parcours. Cela pourrait même provoquer des inondations locales. Comme vous le voyez, le canal de Koch Tepa est bien plus qu'un simple chantier. C'est avant tout une arme géopolitique pour les talibans. Car ce que le détroit d'Ormuz représente pour le pétrole, ce canal pourrait le devenir pour l'eau de l'Asie centrale. Les talibans l'ont compris. Il n'est pas nécessaire de posséder des bombes nucléaires pour forcer les grandes puissances à s'asseoir à la table des négociations. Il suffit de contrôler le robinet de toute une région. Mais les talibans ne réussiront que si le canal ne se transforme pas en désastre technique majeur. Car à cause de sa construction précaire, tout le projet pourrait se retourner contre eux, provoquer une véritable catastrophe écologique et rendre le nord de l'Afghanistan encore plus inhabitable qu'il ne l'est déjà. Enfin, le canal pourrait aussi déclencher une nouvelle lutte pour les ressources, car l'Afghanistan pourrait vouloir utiliser ce nouveau levier pour obtenir de l'électricité à bas prix. Dans le scénario le plus extrême, le canal pourrait donc même replonger la région dans des conflits armés. Dans tous les cas, ce projet est déjà si dangereux que la communauté internationale ne peut vraiment plus continuer à l'ignorer. Mais vous, que pensez-vous de ce chantier complètement fou ? Croyez-vous qu'il va échouer ou qu'il aidera les talibans à devenir plus puissants que jamais ? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires.